Mes amis et collègues, je vois que il y a des gens qui attendent d'être admis à la réunion, mais nous avons un agenda plein, alors je vais commencer direct. Je suis Anne, pédiatre et responsable de l'unité IDP à l'OMS à Genève, dans le partenariat du Covid-19. Et nous avons commencé de- sur ce sujet, ce collectif d'apprentissage, et je suis très contente de vous accueillir ici pour cette séance. Je vais laisser Santosh vous expliquer la logistique de la réunion aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à tout le monde pour comprendre, pour commencer juste un peu le logistique de la réunion d'aujourd'hui. Si vous pouvez scanner le code QR ou cliquer sur le lien dans le chat, nous avons une activité d'introduction avec quelques questions pour se connaître et ouvrir la séance. Pour utiliser l'interprétation qui est disponible en français et en anglais, vous pouvez cliquer sur le bouton interprétation à droite de l'écran, en bas à droite de l'écran, et vous pouvez choisir la langue souhaitée, soit le français ou l'anglais. Nous avons aussi de la transcription live en direct. Si vous cliquez sur le CC en bas de votre écran, vous allez voir des sous-titres euh, pour utiliser cette fonctionnalité. Pour la partie questions et réponses, s'il vous plaît, pendant les présentations, si vous avez des questions que vous voudriez poser, vous pouvez les entrer dans le chat et à la fin de la présentation, nous allons ouvrir la séance pour vos questions et s'il vous plaît, veuillez poser vos questions à ces moments-là. Pour l'enregistrement et le certificat d'assistance, la séance est enregistrée et votre assistance est aussi, votre présence est aussi euh, sert comme consentement de l'enregistrement. Les enregistrements, les PowerPoint et toutes les ressources vont être partagées après la séance, ainsi qu'un certificat de présence qui va être disponible à travers l'Université de Nouveau-Mexique. L'utilisation des données recueillies par Project Echo, de l'enregistrement participation questions-réponses, remarques dans le chat, réponses au sondage vont être utilisées et les données identifiables vont être partagées avec le sponsor du projet qui peut être utilisé pour des rapports, des cartographies et des autres informations spécifiques au projet. Bienvenue à tout le monde. Je vais juste vous montrer quelques diapositives ici pour vous montrer un peu où nous sommes dans la distribution globale des vaccins Covid-19 et puis l'objectif et l'agenda pour cet après-midi. J'aimerais bien que vous soyez actifs dans le chat. Comme vous voyez dans le chat maintenant, vous avez un lien pour le groupe Telegram dont je vous encourage de rejoindre pour pouvoir continuer la conversation entre nos diverses séances. Presque 12 milliards de doses ont été administrées globalement à travers les divers vaccins disponibles. 4 milliards ont été administrés dans des pays participants au EAM et le partenariat du Covid-19 à l'OMS travaille particulièrement avec les 34 pays qui étaient en dessous des 10% de la population vaccinée et actuellement 18 de ces pays restent en dessous de 10% de participation et nous avons sélectionné ces pays pour partager et pour discuter avec vous à travers ces prochaines séances du collectif d'apprentissage pour
comprendre et pour savoir comment nous pouvons atteindre notre objectif dans les pays où il y a toujours un problématique dans la distribution et dans l'adoption vaccinale. Si vous regardez le progrès depuis janvier 2022, en bleu marine, vous voyez que le nombre de pays avec moins de 10% de couverture a baissé et nous voyons aussi que la couverture, en gros, est en train d'augmenter à travers tous les pays qui sont où les vaccins sont disponibles et dans les pays qui sont présents dans cette séance. Alors, l'objectif de cette initiative collective d'apprentissage, c'est d'essayer d'établir un programme de distribution du Covid-19, du vaccin contre le Covid-19 pour donner et fournir du soutien à ces 34 pays. Nous voudrions aussi cultiver une communauté d'apprentissage entre collègues, entre nous, tout le monde. Nous avons déjà appris les uns des autres, mais ici, nous voudrions que chaque pays, chaque collègue puisse parler avec un autre pays, avec un autre collègue, pour pouvoir apprendre les bonnes pratiques de chacun. C'est dirigé particulièrement aux autorités nationales, à un autre niveau de coordination et des responsables des pays à travers ces 34 pays. Deuxième population cible, ce sont les partenariats qui soutiennent ces pays. Notre agenda, c'est notre planning est d'avoir 6 séances, y compris aujourd'hui. Et puis, nous allons les mettre en place pendant 90 minutes avec une invitation envoyée une semaine avant chaque séance. Nous voudrions accueillir et demander aux participants de partager vos expériences particulières à votre pays. S'il vous plaît, si vous voulez nous rejoindre pour présenter sur vos expériences, nous vous encourageons de ce faire et nous espérons que vous serez disponible et motivé de partager vos expériences et les problématiques rencontrées. Alors, voilà les points que nous allons traiter, une vue globale du modèle ECO, les stratégies vaccinales pour les groupes prioritaires et les bonnes pratiques sur la situation de vaccination COVID-19 de Sierra Leone et Burkina Faso. J'espère que vous allez apprécier cet après-midi et n'hésitez vraiment pas, soyez actifs à partager vos expériences, à faire vos remarques, à poser vos questions. À vous, Santosh. Oui, merci. Alors, avant de commencer la séance, juste une petite activité d'introduction pour vous préparer de se participer. Si vous pouvez aller à la prochaine diapositive, voilà. Scannez ce code QR présent sur l'écran. Il y a aussi un lien dans le chat que vous pouvez cliquer pour accéder au sondage, pour répondre à des questions par rapport à l'organisation dont vous originez, c'est de quel programme, c'est de Gavi, ça c'est la première question. Et deuxième question, c'est de quel pays rejoindrez-vous? Et troisième, sur les défis, les thèmes de défis depuis le pays dont vous participez, que vous affrontez par rapport à la vaccination contre le COVID-19. Alors, cliquez sur ce lien pour répondre au sondage très rapide, ce serait bien apprécié. Avons déjà posté le lien dans le chat. Oui, très bien, merci. Prochaine diapositive, nous allons voir les réponses pour la participation, le niveau de participation attendu. Nous avons de l'OMS, du bureau régional et
du HQ, depuis Gavi et des autres collègues aussi. Prochaine diapositive. En termes de niveau de participation, nous voyons un exercice de cartographie. Vous voyez d'où proviennent nos participants. Vous venez, oui, de Genève, l'OMS. Nous avons des participants de la région Pacifique, de l'Afrique. Voilà la géographie de nos participants. En termes de la troisième question, ce qui était les défis que vous affrontez quotidiennement dans votre réponse dans la vaccination contre le Covid-19, nous avons vu que il y a beaucoup de ces défis qui centrent autour planning, coordination, prestation de services, et puis, oui, génération de demandes. C'est très bien parce que nous pouvons mettre en place, en fait, les thèmes. Nous avons des séances, en fait, qui ont des thèmes qui vont centrer autour de la génération de demandes, coordination, prestation de services. Alors, voilà votre activité d'introduction. Nous voyons que le sondage s'ouvre encore, mais allons à la prochaine diapositive où nous allons passer la parole à notre responsable global de coordination pour la distribution du vaccin Covid-19, Ted Chaiban. Bonjour, c'est un honneur d'être ici. Nous espérons que cette séance va lancer et créer une collective d'apprentissage en partenariat avec le projet ECHO. Le COVDP a le partenariat de distribution du vaccin contre le Covid-19 a été établi en 2022 pour les participants des pays dont l'engagement dans le marché avancé ou le EAM. Le principe clé de notre partenariat a été d'être généré et mené par des pays et appliqué au niveau du pays. Nous utilisons cette approche de pouvoir fournir un espace pour partager les expériences à l'extérieur de votre pays. Nous espérons que ce collectif va pouvoir soutenir des pays par des divers partenaires pour soutenir la distribution des vaccins, de pouvoir résoudre les problèmes autour des défis que nous affrontons en ce qui concerne la distribution et l'adoption vaccinale. C'est simple, c'est de voir quelles stratégies ont marché et qui ont pas marché. C'est quoi les raisons pour le succès ou la faillite d'une telle stratégie. Et j'espère que nous pouvons être aussi confortables de parler de nos succès, nos réussites et les défis affrontés et nos faillites. Et comme ça, nous pouvons recueillir de la connaissance pour contribuer à du progrès. Maintenant, nous voyons des pays qui sont allés au-delà de la couverture de 10%, comme les îles Solomon, qui sont allés au-delà de 25% même. Et nous voulons capter et partager des bonnes pratiques dans ces pays pendant qu'ils travaillent pour atteindre leurs cibles nationales et les cibles de couverture vaccinale internationale. Nous allons parler de comment fournir et distribuer les vaccins, comment avoir une adoption, comment collaborer avec les leaders de communauté pour mieux couvrir certaines communautés. Aujourd'hui, nous allons apprendre de Dr Linda Farmagrand, du ministre de Santé à Sierra Leone et
le monsieur de Burkina Faso, de voir comment eux, ils sont affrontés leurs défis spécifiques et atteint leurs propres objectifs. Merci Diane, merci Anne, à vous. Merci Ted, une très bonne introduction. Bienvenue à tout le monde qui se sont rejoints un peu plus tard. Maintenant, je vais passer la parole à Amy pour nous introduire et nous présenter un peu le projet ECHO. Bonjour, je m'appelle Amy Groom. Je suis directeur des initiatives immunisation. Je travaille avec l'Université du Nouveau-Mexique aux États-Unis. Je suis ravie de pouvoir vous rejoindre dans ce collectif d'apprentissage. À savoir, nous sommes un modèle d'apprentissage à soutenir des communautés d'apprentissage pour pouvoir mettre en place des présentateurs depuis de divers pays pour montrer leurs bonnes pratiques, pour pouvoir surveiller et voir les résultats. Je vous encourage d'être actifs pour que nous puissions s'apprendre les uns des autres. Vous voyez que ce modèle est utilisé par plus de 600 partenaires comme l'OMS, les ministres de santé et des sociétés professionnelles, y compris celles en Afrique, avec un réseau ECHO dans 55 pays pour adresser des activités de santé et de communauté. Vous avez peut-être vu et participé dans notre lancement des webinaires interactifs d'apprentissage. Si vous voulez plus d'informations, nous avons un lien présent dans le chat actuellement où vous pouvez apprendre plus et nous sommes ravis de pouvoir participer et d'apprendre avec vous. Merci beaucoup, Amy. Ça a été une super collaboration pendant cette pandémie. Maintenant, notre première courte présentation est de Shalini Desai. Merci, Anne, pour l'opportunité d'être ici avec tout le monde. Merci. Alors, juste pour vous donner un peu l'historique, l'objectif de notre programme vaccinal contre le COVID-19, c'est d'optimiser l'impact contre des maladies sévères, l'hospitalisation, la mortalité et de protéger les systèmes de santé. Nous voulons apprendre plus comment les pays ont conçu leur stratégie vaccinale pour les groupes à risque. Ici, je vais utiliser des personnes âgées comme exemple pour des diverses stratégies. Nous allons parler un peu de l'historique des différentes stratégies et l'adoption vaccinale, sachant qu'il va y avoir une autre séance sur l'adoption vaccinale. Ici, vous voyez déjà une diapositive très connue parce que ça vient de notre tableau de bord OMS. Et vous voyez là à gauche, ce sont les nombres de cas en orange, femelle, violette, mâle. Ce qui est important, c'est que la majorité des cas confirmés et probables restent dans le groupe de entre 20 et 60 ans. À droite, vous voyez qu'il y a disproportionnellement un taux de mortalité dans le groupe plus âgé de plus de 60 ans. Ces données sont toujours en train d'être générées et ne sont pas complètement nettoyées, mais sont assez brutes, mais assez fiables aussi. Mais voilà pourquoi les adultes plus âgés sont un exemple d'un groupe prioritaire. Cette diapositive est un peu remplie d'informations, mais je vais souligner ce qui est important. Il y a eu un effort formidable avec la distribution et administration de plus de 12 milliards de doses du vaccin contre le Covid. Il y a des pays qui ont pu vacciner plus de 70% de leur population et nous avons vu beaucoup de personnes qui travaillent avec beaucoup d'attention pour atteindre cette couverture. Alors, pourquoi y a-t-il toujours ce problème dans les groupes à risque? Voilà, nous voyons le nombre d'adultes vaccinés. Je vais vous montrer le tableau en bas à droite. C'est le pourcentage des adultes plus âgés
à travers divers groupes EAM par âge. Et vous voyez qu'il y a une couverture entre 30% en afro jusqu'à 84% dans la région Paro. Et en moyenne, c'est 64%. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer notre capacité de pouvoir atteindre des individuels plus âgés? Parce que nous ne sommes pas en train de les atteindre parce que la charge de la maladie reste dans des adultes plus âgés. Et nous devons regarder en fait le contexte spécifique au pays, la fiabilité, la capacité et compatibilité avec des travailleurs de santé. Nous voudrions minimiser des barrières et assurer qu'il y a de l'accessibilité site. S'il y a par exemple des personnes qui sont moins mobiles, qui ont des handicaps visuels ou auditoires, il faut que ces personnes puissent avoir accès au centre de vaccination. Ça doit être centré sur la personne. Et nous voudrions avoir une historique COVID-19 qui nous permet d'utiliser l'investissement et l'engagement dans le Covid-19 et dans la distribution et le lancement des vaccins contre le Covid-19 et utiliser ces expériences pour nous aider à les appliquer dans des autres régions et à des populations ciblées. Il y a plusieurs différentes stratégies qui peuvent être utilisées pour atteindre aux adultes plus âgés. Normalement, ce qui est traditionnel, c'est d'utiliser des centres fixes, mais aussi des résidences pour les gens âgés ou des cliniques mobiles qui peuvent aller de maison à maison. Et la dernière stratégie ici, c'est une campagne en masse. À travers la première colonne, j'ai listé des considérations qui pourraient aider à organiser pour l'utilisation de chaque stratégie. À quel niveau est cette stratégie accessible? Est-ce que c'est nécessaire pour une telle communauté? Est-ce que la chaîne froide a besoin d'être modifiée? Combien est-ce que ça coûte? Dans la prochaine diapositive, nous voyons dans nos exemples, les pays ont déjà pu adresser et résoudre ces problèmes. Mais il y a des problèmes pratiques, mais la motivation et les meneurs sociales aident vraiment à atteindre ces groupes de manière plus efficace. Et ici, juste une vue globale du cadre, parce que ça, c'est un arbre d'intervention qui vous donne des exemples de comment nous pouvons utiliser ces stratégies, les appliquer pratiquement, d'avoir des champions communautaires, des personnes qui sont fiables, qui sont des leaders dans leur communauté, d'avoir des services de qualité qui sont accessibles, des informations qui sont particulières à la communauté et d'avoir des politiques et des structures qui sont qui soutiennent vraiment la stratégie. Il y a beaucoup, voilà, en résumé, des groupes à haut risque, comme des personnes âgées, ont besoin des stratégies ciblées. L'adoption vaccinale peut être améliorée en améliorant l'accessibilité. Cette séance va donner les opportunités aux pays de partager les stratégies que eux ils utilisent. Des autres groupes à haut risque peuvent aussi bénéficier de ces approches customisées et l'OMS va publier plus de lignes directrices spécifiques à la vaccination des personnes plus âgées. Merci. Je vais donner la parole maintenant à Anne. Fantastique. Chalini,
qui travaille dans l'équipe à Genève de l'OMS pour faire un résumé de toutes les lignes directrices pour pouvoir atteindre et servir la population à risque des personnes âgées. Maintenant, nous allons directement dans les exemples des pays. Je suis ravie d'avoir 2 cas d'études très renforcés qui vont être présentés aujourd'hui sur comment identifier et identifier et vacciner des groupes prioritaires. Alors, Dr Linda Farmer-Grant, du ministre de Santé, qui va présenter de Sierra Leone. Et juste pour que vous sachiez, vous avez de l'interprétation en bas avec le petit globe. Vous voudriez que vous soyez actif, que vous participez pendant la présentation, que vous posez des questions pendant la présentation. Alors, n'hésitez pas à participer. À vous, Linda. Merci beaucoup. Je suis Linda. Je travaille avec le programme d'immunisation au ministre de la Santé. Nous sommes dans l'après-midi ici. Alors, bon après-midi à vous. Prochaine diapositive, c'est la même chose. Alors, voilà l'agenda de ma présentation. Oui, oui. J'ai pas besoin de vous expliquer trop. Vous connaissez le lieu d'emplacement de notre pays. C'est en Afrique de l'Ouest, Sierra Leone. Et nous avons notre population cible au-delà de l'âge de 12 ans, qui est 65% de notre population. Nous avons commencé notre stratégie vaccinale en 2021. Prochaine diapositive. Prochaine diapositive. Merci beaucoup. Alors, comme vous voyez, depuis mai, nous avons reçu... Non, en arrière, une diapositive. Est-ce que vous pouvez reculer à la diapositive précédente? Bonjour. Très bien, très bien. Alors, depuis le 25 mai, nous avons reçu environ 4,4 millions de doses du vaccin COVID-19. Nous avons utilisé 3,1 millions de ces doses et nous avons 1,140 000 doses du vaccin Johnson & Johnson qui sont dans le flux à recevoir. Comme vous avez vu, au début, la couverture n'était pas très haute, puis nous avons implémenté des stratégies que vous allez voir dans les prochaines diapositives qui vont vous montrer comment nous avons pu avoir une pique de couverture pour augmenter la couverture à travers le pays. Et ça continue à augmenter du mois par mois. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Très bien, très bien. OK. Désolé, vous pouvez reculer une diapositive. Merci. Alors, depuis le 25 mai 2022, nous avons 2 392 628 individus qui ont reçu au moins une dose, avec une couverture de 42,7% de notre population cible, qui sont les personnes âgées de plus de 12 ans, ce qui fait 28,2% de la population totale. Et ça, c'est une dose, pour ceux qui ont reçu une dose. Et nous savons, pour être
complètement vaccinés, comme pour le Pfizer et AstraZeneca, il faut recevoir 2 doses. Alors, dans ce contexte, pour ceux qui sont complètement vaccinés avec les 2 doses d'AstraZeneca et Pfizer et une dose de Johnson Johnson, ça fait une couverture de 29,7% de la population cible, alors 19,6% de la population totale qui sont couverts par rapport aux standards. Alors, les enfants âgés entre 12 à 17 ans qui sont vaccinés, qui font maintenant partie de la population cible, nous avons maintenant 167 584 de ces personnes vaccinées depuis que nous avons baissé l'âge de vaccination. Avec des boosters, ceux qui ont reçu ces boosters sont 8703, ce qui veut dire 6 mois après leur première dose, ce qui veut dire 69,6% de notre population ont reçu au moins une dose pour être complètement vaccinés. Alors, la campagne de déferlement, c'est la manière dont nous avons pu vacciner plus de personnes. Et pour vous dire quelle stratégie est-ce que nous avons implémenté pour pouvoir atteindre ces numéros, ça a juste commencé en mars 2021. À ce moment, les vaccins n'avaient pas beaucoup de supporters, alors il fallait prioriser et les stratégies que nous avons pu utiliser à ce moment faisaient en sorte que la couverture était très très basse. Alors nous avons pu après augmenter le nombre d'équipes et des gens qui étaient qualifiés à pouvoir donner des vaccinations et de pouvoir vraiment faire une sorte de campagne de déferlement à novembre et décembre. Alors, ce que nous voyons qu'il n'y avait pas de déferlement, nous voyons aussi que la vaccination a baissé. Alors, cette campagne de déferlement a vraiment aidé à atteindre, à pouvoir atteindre et avoir une approche ciblée à nos populations. Alors, ce que nous avons fait, nous avons augmenté l'équipe à 299. Nous avons commencé avec 72 équipes et puis quand nous avons vu qu'il y avait un succès, nous nous sommes dit qu'il fallait augmenter le nombre d'équipes parce que augmenter le nombre d'équipes voulait dire augmenter l'engagement financier, mais nous avons vu que depuis février, avec cette augmentation, nous avons pu aussi augmenter la couverture. Alors voilà l'approche que nous avons appliquée pour identifier des groupes prioritaires et les stratégies utilisées. Nous avons commencé en mars, qui était la première phase. Nous avons juste commencé à cibler des travailleurs de santé et la population des personnes âgées avec les données qui étaient disponibles. Nous avons vu que les personnes âgées, comme vous avez vu de la présentation précédente, qu'il y avait plus de mortalité dans des personnes plus âgées que 50 ans. Et puis, nous avons pu aussi cibler les personnes plus à risque d'infection pendant leur travail, c'est-à-dire des travailleurs de santé. Et ça dépendait aussi de la fourniture et l'approvisionnement des vaccins. Alors, c'est pour ça que nous avons seulement pu cibler 2 groupes. Nous avons pu utiliser ces stratégies dans des hôpitaux, là où les travailleurs de santé sont venus pour faire leur travail. Nous les avons vaccinés là-bas. Et ceux qui avaient plus de 60 ans, nous avons utilisé une stratégie fixée et mobile pour pouvoir les atteindre. Et dans la phase 2, nous avons pu aussi cibler les militaires. La première phase, c'était travailleurs de santé et personnes âgées. Phase 2, c'était ce même groupe avec la police et les militaires. Alors, il fallait augmenter le nombre d'équipes
jusqu'à 299 et puis nous avons pu étendre notre service pour faire une approche mobile pour aller dans les baraques militaires, etc. Et maintenant, dans la phase 3, nous avons pu inclure la population à plus de 18 ans avec une stratégie combinée fixe et mobile et les équipes augmentées au nombre de 299. Prochaine diapositive. Et juste pour que vous sachiez, ça ne se passait pas seulement dans le capital, mais aussi au niveau sous-national. N'importe quelle stratégie est appliquée au niveau national, c'est aussi appliqué au niveau subnational, ce qui veut dire que la population générale était maintenant ciblée. Et dans cette phase, vous voyez que jour par jour, nous avons eu une augmentation dans l'approvisionnement des vaccins et une augmentation aussi des sites, des équipes et de nombre de personnes qui étaient vaccinées. Et puis, à un moment donné, nous avons aussi eu la recommandation en décembre 2021 de baisser l'âge de vaccination, l'âge vaccinal à l'âge de 12 ans. Mais maintenant, comme vous savez, c'est presque 65% de notre population avec nos enfants à l'école. Alors, il fallait augmenter le nombre d'équipes de 299 jusqu'à maintenant 1385 équipes. Ce qui voulait dire, c'était des unités de santé publique et il fallait avoir des équipes statiques ou fixées, des équipes de vaccination au niveau communautaire, à la diffusion vaccinale et des sites de vaccination mobile. Juste pour que vous savez, il y avait deux différentes équipes. Dans une équipe, on avait deux personnes à donner des vaccins, un enregistreur, quelqu'un qui mettait les noms des personnes qui venaient et quelqu'un pour rentrer les données et pour donner une carte vaccinale à la fin et un mobiliseur pour pouvoir mettre des personnes dans les queues, de vérifier et assurer les distances sociales et pour les appeler pour rentrer dans une cabine pour se faire vacciner. Alors, c'était quoi les bonnes pratiques? Comment nous avons pu conceptionner les stratégies? C'était pas si facile comme je vous ai dit. Et, ça impliquait beaucoup de travail pour une coordination nationale et pour le leadership, nous avons eu beaucoup de réunions au niveau national qui étaient répétées et copiées et refait appliquées au niveau régional. Et notre stratégie de déploiement COVID-19 a été mise en place et distribuée, ainsi que les lignes directrices, parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau vaccin ou un nouveau recommandation, il faut aussi mettre à jour les lignes directrices et distribuer ces informations à tous les niveaux. Alors, nos TWG ont été remplis des partenaires comme société civile, ministre de santé, etc. Et puis, l'utilisation du coordination nationale du COVID-19 et la communauté de coordination contre le COVID-19, qui sont deux programmes en fait qui étaient mis en place pour l'épidémie de l'Ebola et nous avons pu utiliser cette expérience depuis l'épidémie de l'Ebola pour l'appliquer pour le COVID-19 et nous avons pu utiliser ces informations et cette expérience pour mettre en place une stratégie de pouvoir coordonner avec le ministre de Santé et de pouvoir coordonner aussi avec au niveau régional. Et puis,
Au niveau de Dicoverc, c'était au niveau communauté avec des leaders religieux, des petites associations, des organisations et associations, des cyclistes, des différents trucs. Nous avons pu les inclure et avoir l'engagement de ces petites sociétés, ces petites associations dès le début et pour pouvoir avoir de la logistique et l'approvisionnement et distribution et couverture vaccinale. Nous avons eu aussi nous savons qu'il y avait une obligation de pouvoir de maintenir la chaîne froide pour le vaccin Pfizer, alors parce que notre capacité au niveau national n'était pas assez, il fallait qu'on se coordonne avec les niveaux du district, alors les plus petites communautés, pour pouvoir mettre en place des chaînes d'approvisionnement pour garder le vaccin et au froid, de pouvoir le stocker de bonne manière. Nous avons aussi eu de l'engagement précoce des autres partenaires et à chaque fois que nous avons pu faire notre campagne de déferlement, nous avons pu inclure tout le monde dès le début dans la coordination et l'organisation de cette activité de manière nationale à travers toutes les régions. Alors, nous avons aussi fait des réunions quotidiennes tous les jours. Les surveillants se sont réunis et les managers se sont réunis au niveau régional pour voir comment ça s'est passé ce jour-là. Comme c'était fait par phase de déferlement, nous avons pu vraiment faire ça de manière concentrée et assez intense. Nous avons fait ce déploiement à travers les mobiliseurs qui ont engagé qui ont engagé la communauté. Alors, ça a pu, ces mobiliseurs sont allés à mobiliser la communauté, à tout mettre en place dans le terrain, préparer le terrain pour notre arrivée, et aussi l'engagement dans les médias sociaux, radio, WhatsApp, Facebook, etc. Prochaine diapositive. Alors, pour la régulation des vaccins et la sécurité et surveillance des ESSI, nous avons utilisé une plateforme, le plateforme 117, pour pouvoir rappeler, pour pouvoir rapporter des effets secondaires. Et là, c'était possible de se mettre en contact avec au niveau district ou au niveau régional. Et il y avait aussi des réunions pour pouvoir demander des questions sur les vaccins ou les effets secondaires et de voir aussi, nous avons eu aussi la possibilité de voir si des effets secondaires venaient vraiment du vaccin ou d'autres choses. Alors, nous avons aussi vu au niveau des unités de santé publique à utiliser, l'équipe de vaccination a pu utiliser leur téléphone Android pour rentrer les données directement sur site. Et nous avons aussi mis en place des formes Google pour pouvoir mettre en place un document en direct pour mettre à jour tous les jours, quotidiennement, qui peut être surveillé au niveau national à pouvoir recueillir ces données de manière rapide. Maintenant, les défis. Alors, voilà, j'ai pu parler de tout ce qui a bien marché, mais à Sierra Leone, nous avons eu des défis à affronter aussi. Il y avait aussi des retardements dans l'approvisionnement des ressources et les ressources financières pour le déploiement et le déferlement des vaccins. Nous ne pouvons pas mettre en place ces organisations. Docteur Lydia, vous avez 2 minutes. Très bonne présentation. Alors, il n'y avait pas une bonne coordination entre le NACOVERC et le MOS EPI. En ce qui concerne les logistiques et la chaîne d'approvisionnement, il n'y avait pas une infrastructure assez bonne pour la chaîne froide et nous devons aussi regarder en fait ces problèmes de
fourniture des machines et des réfrigérateurs, et la distribution des vaccins c'était insuffisante. Il faut pas oublier qu'il y avait aussi le problème que le stockage de ces vaccins était pour une durée très courte, et c'était très difficile à pouvoir distribuer avant l'expiration des vaccins. En ce qui concerne prestations de services, les plans à carte à mettre en place étaient insuffisantes. C'était difficile d'identifier des ressources qui étaient nécessaires au niveau district et unité de santé publique. Et il y avait aussi dans les districts, il n'y avait pas un flux de travail pour vraiment aider. Il n'y avait pas le soutien. Il y avait l'engagement de la communauté était insuffisant de temps en temps, et avec les partenaires aussi. Alors les ESSI, il n'y avait pas assez de rapports et des données sur des effets secondaires, et nous avons beaucoup aussi de données qui sont stockées, mais nous n'avons pas des tablettes à chaque point d'entrée. Alors nous avons des données, mais ces données sont pas encore mises dans notre base de données, alors que tout est sur papier. Alors les prochaines étapes, nous voudrions augmenter, améliorer ces bonnes pratiques et les appliquer aux autres districts, d'utiliser cette stratégie de déferlement pour augmenter la vaccination contre le COVID-19, de prioriser l'entrée des données, de pouvoir avoir une formation des secrétaires pour entrer ces données. Je voudrais vous dire merci beaucoup pour votre temps et de nous avoir demandé de présenter. Waouh, Dr Lydia, je suis très impressionnée, et je vois dans le chat que je ne suis pas la seule. C'est vraiment de la preuve. Vous voyez le progrès, que voilà le produit du travail engagé, coordonné, avec beaucoup d'engagement, une présentation extraordinaire. Je voudrais vous rappeler que dans le chat, vous pouvez demander des questions directement. Je vais déjà demander quelques questions qui sont déjà été rentrées. Vous pouvez aussi vous lever la main pour demander une question directement. Mais je vais vous lire 3 questions à vous, Linda, et puis nous allons discuter un peu plus dans 10 minutes. Alors, depuis Burkina Faso, Dr Georges, vous avez demandé par rapport à la campagne. Je me demandais, alors la question c'était, dans les campagnes, est-ce que vous êtes en train de cibler seulement les groupes prioritaires, ou est-ce que c'était une couverture élargie pour la population en général? Et puis Diana Changlan demandait s'il n'y avait pas des discussions sur la vaccination obligatoire, ou est-ce que ça fait partie des autres pratiques possibles? Et une autre question, c'est l'étendue depuis phase 1 avec des centres fixes, avec phase 2 et 3 et 4 avec des centres mobilisés, et d'aller de 100 équipes jusqu'à 1400 équipes. Comment vous l'avez fait? Comment vous avez pu trouver tous ces travailleurs de soins de santé? Alors, je vais vous demander, Linda, de répondre à ces questions. Est-ce que vous avez utilisé seulement des populations cibles? Voilà, les phases et tout. Alors, merci beaucoup. Alors, nous avons commencé avec des populations cibles, mais avec l'étendue des seuils. Avant, c'était prioritisé, mais maintenant, c'est plus ouvert, parce que nous avons plus d'approvisionnement de vaccins. Alors, il fallait les utiliser aussi. Alors, il fallait ouvrir aux différents groupes. Et avant, oui, c'était obligatoire pour entrer dans des bâtiments
gouvernementales ou dans des lieux commerciaux, il, il était obligatoire d'être vacciné avant de rentrer, mais maintenant que les cas sont en baisse, il y a des personnes qui sont plus obligées, qui ne le font plus parce que ce n'est plus obligé de rentrer dans ces endroits. Mais on s'est dit, si nous mettons en place encore cette obligation, il faut aussi avoir l'application des autres acteurs pour le faire, mais nous regardons la possibilité de l'obligation pour augmenter la vaccination. Mais l'autre chose, c'est que quand nous ne sommes pas en train de faire le déferlement, nous avons peu de personnes qui viennent pour la vaccination. C'est seulement quand nous sommes vraiment en train de mettre en place cette campagne intense que les personnes viennent. Ça se passe, mais c'est difficile. Ça va. Si nous faisons pas ces campagnes intenses, nous n'allons pas pouvoir atteindre nos objectifs. Et les 1500 établissements de soins de santé en Sierra Leone, qui sont les unités de santé publique, nous avons pu, en fait, les PHU, nous avons pu, en fait, recruter une équipe de chaque établissement de soins de santé. Et voilà nos 1400 et quelques équipes de vaccination. Et voilà, c'est comme ça que nous avons pu l'étendre et augmenter le nombre. Mais ça dépend beaucoup de nos établissements de soins de santé, les PHU. Oui, et c'était aussi où est-ce que vous avez trouvé tous les travailleurs en soins de santé dans cette augmentation de nombre d'équipes qui était très rapide? Nous avons eu, comme j'ai dit, nous n'avons pas utilisé tous les travailleurs en soins de santé dans ces établissements. C'était limité au niveau du district. Et avec notre augmentation de nombre et une plus large application, nous avons pu utiliser plus de personnes. Mais avant, nous ne pouvions pas seulement utiliser ces établissements parce que c'était plus ciblé aux groupes prioritaires. Maintenant que nous avons l'approvisionnement qui est plus augmenté, nous avons pu appliquer et mettre en place un centre de vaccination sur chaque établissement de soins de santé. Vous êtes en train d'utiliser l'effectif existant. Ils sont pas fatigués parce que les 2 semaines, vous avez ce déferlement. Mais vous avez beaucoup de très bonnes pratiques en utilisant les surveillants et une réunion quotidienne sur le recueil des données. C'est incroyable. Maintenant, nous avons une question de Dr. Odomozik. À vous maintenant. Vous pouvez maintenant juste ouvrir votre micro et demander votre question à haute voix. Oui, bon après-midi depuis Gambia. Ma question, c'est pas vraiment une question. À Gambia, c'était pour vous remercier beaucoup pour les activités que vous êtes en train de faire dans le pays et aussi juste partager une ou deux expériences depuis Gambia, même si nous allons pas présenter aujourd'hui, mais en Gambie, nous avons aussi le OMS et des partenaires qui travaillent avec nous. Et nous avons des autres partenaires en Gambie qui nous soutiennent dans la vaccination depuis hier. Nous avons un format pour avoir 4148 personnes vaccinées. Dans ces chiffres, nous avons 2 stratégies pour avoir ces chiffres. Nous avons fait des campagnes. Nous avons pu mettre en place une vraie stratégie, mais en Gambie. Quand nous avons fait notre révision,
Nous avons eu des problèmes à cibler les populations à risque parce qu'un défi dont nous affrontons, ce sont des personnes plus âgées. Dès que nous avons commencé à mettre en place la stratégie de campagne, nous avons vu une hausse dans le nombre de personnes vaccinées et depuis hier, nous sommes à 14,5%. C'est bas comparé à 49% de Sierra Leone, mais dans les prochaines 4 semaines, nous avons pu maintenant mettre en place un accès aux personnes plus jeunes, entre 12 et 18 ans, en Gambie. Et nous avons vu que dans 4 semaines, nous pensons que nous allons pouvoir atteindre le niveau, un plus haut niveau que, euh, que maintenant. Des défis en Gambie, comme mentionné, sont un problème euh, particulièrement à l'adoption. Des leçons apprises depuis les bonnes pratiques. Nous avons utilisé des campagnes pour essayer d'atteindre des populations plus à risque, mais en Gambie, des personnes sont plus ouvertes à se faire vacciner, mais la population plus âgée, avec des amis qui ont eu le vaccin J&J, J&J, et eux, ils sont plus, ils préfèrent avoir ce vaccin, avoir une dose au lieu de deux. Et je voudrais, pour la prochaine réunion, savoir un peu plus. Merci beaucoup. C'est l'objectif de cette conversation, de pouvoir partager à travers des divers pays représentés ici. Je pense que nous avons 50 différents pays qui sont enregistrés pour participer. Aujourd'hui, nous n'avons pas assez de temps pour que tout le monde puisse s'exprimer, mais je vous encourage de mettre dans le chat, est-ce que vous pouvez donner un exemple de comment vous avez pu engager la population des personnes âgées dans votre pays? Et aussi pour Dr. Linda, veuillez continuer. Merci beaucoup pour les réponses que vous avez données dans le chat. Si vous pouvez continuer à répondre à ces questions de la part de Sierra Leone, parce qu'il y a beaucoup de bonnes questions par rapport à l'intégration et l'effet sur l'immunisation en routine. Mais aujourd'hui, nous avons aussi une présentation depuis Burkina Faso. Continuez à rester active dans le chat. Mettez vos propos, vos suggestions sur les différentes manières d'atteindre les personnes âgées. Mais maintenant, nous allons passer la parole à Dr. Abidou de Burkina Faso. À vous pour votre présentation de vos expériences. Docteur Amidou, à vous. Docteur Amidou, votre micro est toujours fermé. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir? Je ne peux pas vous entendre. Ou l'équipe du pays. Bienvenue à Burkina Faso. C'est à vous la parole. Oui, bonjour. Ok, merci bien à vous. Et moi, je me nomme Zongo Abidou, je suis du Burkina Faso. Voilà, je suis à la direction de la prévention par les vaccinations. C'est bon, on peut aller?
Et pour les autres, vous pouvez cliquer sur l'interprétation, ça va être interprété en anglais. Allez-y, docteur Amidou. OK. Donc, merci bien à vous. J'ai l'honneur donc de vous présenter l'expérience du Burkina Faso en matière de vaccination contre la COVID-19. Il faut dire que la population totale du Burkina en 2022 s'élève à 22 184 452 personnes, que le pays a notifié ses deux premiers cas de COVID en juin donc, 2020. Et actuellement, l'ensemble des 13 régions donc, du pays, en tout cas, sont touchées par la maladie. Et pour ce qui concerne la situation épidémiologique, à la date du 22 mai 2022, on note que 21, plus de 22 000 personnes, en tout cas, ont contracté la maladie, soit 7 731 femmes et 13 286 hommes. Et au total, il y a eu 20 582 cas déclarés guéris et 386 cas de décès que nous avons notifiés, soit un taux de létalité de 1,8. Actuellement, près de 3 100 000 personnes ont été vaccinées contre la maladie, soit 24,93% des cibles de 18 ans. Actuellement, nous avons vacciné près de 15,85% de personnes. Donc, ça dit 15, plus de 16% des personnes sont complètement vaccinées. Slide. OK, thank you. Donc, au regard donc, de cette situation, le pays a élaboré son premier plan national de déploiement des vaccins et de la vaccination en février. Et nous avons pu organiser une revue intra-action en septembre 2021. Et cette RIA nous a permis de faire une mise à jour de notre plan national de déploiement des vaccins et de la vaccination en octobre 2021. Donc, nous avons pu mobiliser donc, des vaccins à travers le mécanisme COVAX. Et au départ, en tout cas, nous avons commencé avec l'AstraZeneca. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'heure actuelle, nous avons noté plus de 6 types de vaccins et qui ont été déployés sur toute l'étendue du territoire. Et le démarrage effectif donc, de la vaccination a commencé le 2 juin 2022. Et les groupes prioritaires composés essentiellement de personnel donc, de santé, les personnes âgées de 60 ans et plus, et les personnes vivant avec les comorbidités ainsi que les personnes déplacées internes ont été en tout cas pris en compte donc, dans notre plan national de déploiement. Diapositive, s'il vous plaît. OK. Oui, diapo. Voilà. Donc, comme stratégie utilisée pour intensifier la vaccination contre donc, cette pandémie, il faut dire que nous avons organisé donc, des campagnes d'intensification à l'échelle du pays. Et le pays a déjà organisé 3 campagnes d'intensification de la vaccination contre la pandémie en décembre, janvier et avril. Et nous avons également la stratégie fixe dans l'ensemble de toutes les formations sanitaires publiques et privées et même confessionnelles. Voilà, donc nous avons donc des vaccins qui sont en tout cas dans ces formations sanitaires où on peut administrer donc à n'importe quel jour, en tout cas ouvrable, on peut administrer donc les vaccins. Slide. Les pratiques, oui.
Le- Oui, slide. Ok, merci. Donc, pour ce qui concerne les bonnes pratiques dans l'identification et l'atteinte des populations cibles et les groupes à risque, il faut dire que conformément donc au GTCV, qui est le groupe, l'expert technique groupe de consultation, nous avons donc identifié donc, les groupes que j'ai su, nous avons évoqué d'abord, c'est-à-dire que les groupes prioritaires sur la base donc, des recommandations donc, du GTCV et au regard aussi du profil épidémiologique même du pays. Et donc, nous avons établi donc, des critères de priorisation voilà, pour l'identification donc, du groupe, de ces groupes. Et ensuite, il y a une prise en compte des déplacés internes au regard donc, de notre contexte actuel. Nous avons pris en compte donc, les personnes déplacées internes dans les systèmes de gestion des données vaccinales depuis donc, avril 2022. Également, une cartographie des populations cibles a été en tout cas réalisée, nécessitant même souvent une assistance donc, humanitaire. Slide. Voilà. Nous avons organisé, toujours comme bonne pratique, nous avons organisé donc des journées intensives de vaccination dans l'ensemble des 70 districts en vue donc d'atteindre les groupes prioritaires dans les hôpitaux et ainsi que dans les grandes formations sanitaires privées. Les maisons d'arrêt de correction ont été également visitées, les lieux de culte ont été visités, les sites de déplacés internes ont été également visités. Il faut dire que nous avons en tout cas mis en place un système pour collaborer avec les centres hospitaliers universitaires, voilà, qui nous a permis effectivement en tout cas de donner la liste même de ces personnes telles que par exemple les centres de dialyse où nous sommes allés en tout cas administrer donc, des doses en collaboration avec la direction régionale du centre. Ensuite, il y a une extension de la recherche des groupes prioritaires dans les formations sanitaires préférées à travers donc, les infirmiers chefs de poste. Et la vaccination, nous avons aussi également, nous avons procédé, nous avons visité les lieux de travail à groupe effectif, voilà, où nous avons pu en tout cas administrer aussi également les doses donc, de vaccins. Slide. The recording has stopped. OK. Vous me suivez? Oui, on peut. OK. Donc, on va, donc toujours au niveau donc, des bonnes pratiques, il y a eu la mise en œuvre donc, des stratégies spécifiques. C'est bon, OK. Donc, la mise en œuvre donc, des stratégies spécifiques pour atteindre les groupes prioritaires utilisés dans les zones touchées par l'insécurité. Par l'insécurité et grâce à l'implication des communautés, des forces armées, des partenaires locaux. OK. Donc, les bonnes pratiques au niveau donc, des différents domaines, voilà, on va dire directement au niveau de la coordination et la planification. Le pays a mis en place une task force avec une équipe d'intervention, une équipe en tout cas qui était chargée de réfléchir à chaud sur certains problèmes et les difficultés, les défis, en tout cas, pouvant entraver donc la bonne mise en œuvre de la vaccination dans les zones. C'est vrai que nous avons un comité national d'organisation, mais cette task force, en tout cas, a beaucoup contribué à proposer des actions les plus urgemment possibles pour qu'on puisse, en tout cas, absorber certaines doses qui étaient en voie de péremption. Donc, comme je le disais aussi également, nous avons organisé la revue intra-action au niveau national et infranational. Nous avons pu réaliser une revue intra-action dans une direction régionale de la santé afin également aussi d'identifier quelles étaient les bonnes pratiques et
les principaux défis à relever. Il y a la tenue journalière d'une cellule de veille pendant les différentes campagnes d'intensification. Nous avons élaboré des bulletins d'information et des des situations de réponse. Et enfin, l'organisation des campagnes d'intensification de vaccination à l'échelle nationale. Slide. OK. Donc, pendant la campagne, nous avons élaboré un tableau de bord pour le suivi des performances des formations sanitaires. Vous pouvez, oui, Diapo. Voilà, donc, voilà, donc nous avons élaboré un tableau de bord pour le suivi des performances des formations sanitaires pendant les campagnes avec interpellation des responsables des formations sanitaires à faible couverture par certains DRS et médecins-chefs. Ensuite, il y a une élaboration et une diffusion des différentes directives, puisque chaque vaccin vient avec sa spécificité. Donc, nous avons en tout cas élaboré des directives et diffusé donc ces directives à l'endroit de tous les acteurs qui sont impliqués dans la mise en œuvre des activités de vaccination. Et ensuite, il y a la disponibilité d'un micro-plan mis à jour à chaque campagne. Diapo. Donc, aussi, nous avons procédé, donc, avant donc, le mois de carême, nous avons vacciné dans les mosquées et dans les marchés et dans les grosses institutions à gros effectifs, dans les zones périurbaines ainsi que au niveau donc, des sites PDI, les personnes déplacées internes. Nous avons donc vacciné dans ces zones, même dans les zones à défi sécuritaire. Nous avons en tout cas privilégié par exemple le Johnson Johnson qui est un vaccin à une seule dose. Donc, ces types de vaccins ont été privilégiés donc, dans ces différentes zones. La cartographie suivie des vaccinations dans les grandes concessions, quand on arrive donc dans les gros villages, on identifie d'abord les grandes concessions et on procède aussi également à la vaccination. Et il faut dire que de façon globale, quand il y a en tout cas des événements, des grands événements, en tout cas, on a les formations sanitaires, donc on déploie des équipes sur le terrain pour assurer la vaccination. C'est le cas, par exemple, du Tour cycliste du Paso, et les rencontres, la rencontre président du Paso avec la jeunesse, les défilés, donc les jours de 11 décembre, tout ça, nous avons profité donc de ces grands événements pour vacciner. Il y a également aussi la rétro-information journalière des résultats de la campagne dans les groupes WhatsApp des districts et interpellation immédiate des formations sanitaires à faible couverture. Slide. Bon, au niveau de la logistique, on peut retenir comme bonne pratique c'est l'identification des sites secondaires de ravitaillement pour des formations sanitaires sans équipement chaîne de froid ou bien les formations sanitaires qui avaient des faibles capacités de stockage. Donc, on a identifié auprès de ces formations sanitaires, des formations sanitaires qui avaient une chaîne de froid adaptée, homologuée à forte capacité. On stockait les vaccins là-bas. Cela permettait donc de réduire les déplacements. Donc, les formations sanitaires à faible capacité ou bien qui n'avaient pas de réfrigérateur, c'est-à-dire les nouvelles formations sanitaires qu'on venait d'ouvrir, venaient directement là-bas pour s'approvisionner. Et les districts aussi a procédé à un redéploiement donc inter et intra donc des vaccins. Voilà. Et les comités de gestion, il y a une contribution des comités de gestion pour la reproduction des outils. C'est vrai que le ministère offre donc des outils, mais à un moment donné, quand il y a une rupture sur place, en tout cas, il y a certains comités de gestion qui, en tout cas, sont organisés pour assurer la reproduction donc, de ces outils. Voilà. Et également, il y a une utilisation des smartphones du personnel pour la saisie des données de vaccination. Le ministère a envoyé en tout cas déployer des tablettes dans les formations sanitaires, mais il faut reconnaître qu'au regard donc du nombre de ces tablettes jugées insuffisantes, donc
les agents de santé utilisaient leur propre smartphone pour la saisie et synchroniser donc les données. Voilà. Donc, il y a la mise à jour hebdomadaire et le partage à tout le niveau du niveau donc, du stock des vaccins au niveau central. Et au niveau donc de la génération de la demande, diapo, s'il vous plaît. Voilà. Il y a la médiatisation donc, de la vaccination des responsables politico-administratifs. Voilà. Donc, on en profite donc quand il y a des autorités qui viennent se faire vacciner, on médiatise en tout cas cette séance de vaccination. La communication, par exemple, cela a suscité en tout cas beaucoup d'engouement, a amené aussi beaucoup, en tout cas, de certaines en tout cas, personnes en tout cas, à se faire vacciner. Il y a aussi également l'élaboration d'une guide de gestion des rumeurs et une implication effective donc, des influenceurs des réseaux sociaux dans la mobilisation. Voilà. Au départ, nous avons vu identifier une cartographie donc, des influenceurs voilà, au sein du pays, ce qui pourrait influencer positivement comme négativement donc, sur les activités de vaccination. On les a sensibilisés et ils nous ont beaucoup aidés. Il y a une forte implication aussi du gouvernement à travers les émissions interactives où, en tout cas, beaucoup de nos autorités en langue nationale, dans les radios, même au niveau donc, des télés, sont sortis en tout cas faire donc, des séances, des émissions interactives. Et au niveau des formations sanitaires, il y a un rappel des personnes vaccinées à travers des appels téléphoniques et les agents de santé à base communautaire pour administrer donc les deuxièmes doses. Et un plaidoyer aussi, le plaidoyer aussi auprès des autorités politiques, administratives et religieuses et coutumières en vue d'une meilleure adhésion de la population à la vaccination contre la COVID-19 et ça a été également fait. Okay. Diapo, slide. Au niveau donc de la surveillance, slide. Voilà. Réglementation et surveillance des MAPI. Bon, à ce niveau, il y a une utilisation du numéro vert 3535 pour la déclaration des cas des MAPI. Il y a l'utilisation des outils électroniques de notification également des MAPI. Il y a l'existence d'un circuit de transmission des cas des MAPI. On a mis en place donc un réseau de points focaux sur la surveillance des MAPI. Voilà. Et puis, il y a une facilitation donc, de la procédure d'importation des vaccins COVID-19 par un arrêté interministériel. De nombreux partenaires financiers et techniques pour soutenir la vaccination contre la COVID-19. Ensuite, il y a une identification et une fourniture des lignes budgétaires, la production à temps opportun du rapport financier aux partenaires. Slide. OK, les principaux défis. Au niveau de la coordination, OK. Donc, il y a, au niveau donc, de la coordination, il y a la faiblesse dans la fonctionnalité des démembrements du CNO. Il y a la faiblesse dans la fonctionnalité du cadre formel de concertation entre les partenaires intervenant dans le financement. Il y a un retard dans la remontée des données de qualité. C'est le nombre d'équipes de vaccination, en tout cas jugé jusqu'à présent insuffisant. Et le retard dans la prise en charge des acteurs qui sont impliqués dans la vaccination pendant les phases intensives. Slide. Bon, au niveau de la logistique, c'est la faible capacité à conserver les vaccins à des basses températures ultra basses. On a deux régions seulement qui disposent donc des réfrigérateurs UCC, des congélateurs UCC. Il y a aussi la faiblesse dans le suivi des stocks des vaccins au niveau périphérique. Slide. Génération de la demande, c'est la faible capacité de réponse aux rumeurs sur les vaccins et la vaccination contre la COVID, l'absence de base de collecte de données de communication et la faible adhésion de la population à la vaccination contre la COVID-19 et l'insuffisance de la communication de proximité. Slide. Bon, au niveau des MAPI, c'est l'absence de contrôle de qualité des vaccins COVID-19 et la sous-notification des cas des MAPI qu'on peut noter de façon globale comme défi. Slide.
Bon, au niveau donc du domaine financement, c'est le sous-financement du PNDV. Il y a un retard d'allocation des fonds et des fonds mobilisés auprès des partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre des activités au niveau opérationnel. Donc, cela, voilà, non, bon, ça c'est des images. Merci bien pour votre écoute attentive et nous sommes disponibles en tout cas à répondre à toutes questions. Donc, pour ce qui concerne le Burkina Faso, merci encore. Targeting hospitals regarding comorbidities, but what are the strategies that you put in place for older citizens within the community? That's another question. And the Jose Bier asked, and anyone else? Vous avez une question, vous pouvez vous lever la main ou taper votre question dans le chat. Maintenant, c'est à vous. De compléter. Bon, je vais d'abord, par rapport aux personnes âgées qui sont dans les communautés et qui n'arrivent pas à se déplacer, il faut dire que dans la stratégie, nous avons utilisé la stratégie avancée aussi au sein du village. Et quand on arrive au sein des villages, surtout au niveau des commandes, il y a une stratégie qu'on appelle OK, ça va maintenant? Voilà, donc je disais qu'au sein de la communauté, pour ce qui concerne les personnes âgées, voilà, c'est la stratégie avancée que nous menons. Voilà, on arrive au sein de la communauté, on demande s'il y a des personnes âgées qui ont des difficultés, qui n'arrivent pas à marcher. Voilà, donc l'équipe de vaccination se déploie. Voilà, ils vaccinent. Et du coup, en même temps, on demande s'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation et on procède encore ainsi jusqu'à ce qu'on arrive à les atteindre. Maintenant, voilà, pour
dans les zones à défi sécuritaire, ou dans les zones à défi sécuritaire, il faut dire que chaque zone a sa spécificité pour pouvoir assurer la vaccination. Voilà. Et il y a certaines personnes, comme dans certaines zones, on vaccine pendant les périodes d'accalmie. Voilà, et pour dire quand même qu'on intensifie les vaccinations. Et les directions régionales aussi de la santé aussi, au regard de la spécificité donc, de leur zone, et ils organisent des campagnes locales de vaccination contre la COVID-19. Donc, c'est au regard de cela, en tout cas, toutes ces stratégies qu'on utilise pour pouvoir, en tout cas, vacciner. Ok, bon, je voudrais contribuer un peu pour ce qui concerne la vaccination dans les zones à sécurité précaire. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ok, donc l'OMS, avec l'appui financier du CDC, est en train de mettre en œuvre un projet de renforcement de la vaccination dans les zones à sécurité précaire. Donc, la stratégie utilisée, c'est d'identifier les leaders des personnes déplacées internes, travailler avec les organisations humanitaires qui les assistent déjà, et aussi identifier les leaders des communautés hautes, les communautés qui abritent les PDI, et aussi donc aller les sensibiliser, identifier leur site. Souvent, ils sont dans les communautés, et organiser les vaccinations ciblant ces PDI. Et puis, éventuellement, les populations cibles aussi hautes qui abritent ces personnes-là. Bon, il faut dire que ce n'est pas fait sans défi. Il y a beaucoup de difficultés. C'est d'autant plus que l'insécurité s'agrandit de semaine en semaine. Il y a malheureusement des formations sanitaires qui sont fermées dans ces zones. Donc, sur 13 régions sanitaires, il y a 6 qui sont, je dirais, fortement touchées par l'insécurité. Donc, ce n'est pas très, très évident, mais on essaye de faire ce qui est possible. Merci. Merci beaucoup à l'équipe de votre Alors maintenant, nous sommes en train de clôturer et je voudrais donner la parole à notre équipe ECHO et à Santosh pour pouvoir finaliser et clôturer. Merci pour vos contributions dans le chat et la discussion très riche et productive. Merci beaucoup. Juste parce que nous avons seulement 2 petites minutes pour clôturer, nous avons 2 questions à vous demander à vous pour clôturer. Si vous pouvez aller dans le sondage et répondre à la question. Voilà, la première question est: est-ce que les défis et les problématiques affrontés par les pays qui nous ont présenté leurs expériences aujourd'hui ont déjà eu lieu dans vos pays de concentration COVID-19? Deuxième question. Parmi les solutions et méthodes utilisées par Burkina Faso et Sierra Leone pourraient être utilisables dans les pays COVID-19. Santosh, est-ce que c'est le même lien du sondage? C'est le même? C'est disponible en fait sur l'écran. Le sondage est disponible sur l'écran.
Et vous voyez les réponses sur l'écran. Juste quelques secondes et je vais clôturer le sondage. Et merci à tout le monde pour vos réponses. Comme vous voyez, les réponses à la première question, en termes des défis, si ces défis ont été déjà présents dans vos propres pays, nous avons vu que 65% ont dit oui. En termes de solutions présentées, est-ce que ce serait quelque chose qui serait applicable dans vos pays? Et 45% ont dit oui, 35% probablement oui, et possiblement 20% et non, c'est 5%, et définitivement non était 5%. Alors, prochaine diapositive, quelques remarques. Contre le Covid-19 et stratégie avec une concentration sur des campagnes d'intégration avec les expériences partagées de deux pays. Et aussi, nous voudrions bien avoir des présentations depuis des pays, mais si vous avez aussi, vous les participants, des expériences que vous avez eues et des bonnes pratiques à partager depuis votre propre pays, je vous encourage à nous contacter pour possiblement présenter pendant une prochaine séance. Un certificat de va être disponible à travers l'Université du Nouveau-Mexique. Vous pouvez voir le lien dans le chat où vous pouvez répondre au sondage et à la fin, vous allez avoir un certificat de présence. Vous allez nous donner vos retours pour avoir ce certificat. Prochaine diapo. Ce qui est la diapositive finale en termes de ressources, tout va être stocké sur texte dont vous voyez le lien et toutes les ressources comme les diapositives, les enregistrements vont être archivés dans ce lien. Nous avons aussi un lien pour se rejoindre à notre groupe Telegram pour partager des messages, des expériences. Vous allez aussi recevoir des notifications par rapport aux prochaines séances. Et vous pouvez partager vos expériences sur la vaccination contre le Covid-19. Veuillez, s'il vous plaît, participer à travers le lien Telegram. Avec cela, je vais arrêter. Prochaine diapositive. Encore une fois, merci beaucoup de votre présence. Veuillez nous contacter si vous voudriez devenir un présentateur pour présenter votre expérience et vos résultats pour les prochaines séances. À vous, Anne. Merci beaucoup à tout le monde pour le partage de manière franche de vos bonnes pratiques et les défis affrontés. Restons en contact. Nous avons encore plus de séances à venir. Merci à tout le monde, mais particulièrement à tous les présentateurs d'aujourd'hui.